Oui, qui sont quelque part... ce qu'on appelait les indigents dans le temps. Ah oui, il y a des noms qui étaient plus parlants que oui. de parler d'un SDF. Évidemment, un SDF, c'est un... Oui, parce que sans domicile fixe ne veut pas dire nécessairement sans moyens. Parce que vous pouvez être sans domicile. On fausse. Le nom a édulcoré le problème. Parce qu'il y a des gens qui sont à la rue, sans domicile fixe, mais il y a des gens qui n'ont pas de domicile fixe parce qu'ils sont domiciliés à gauche et à droite. Si vous avez un domicile, par exemple, dans un paradis fiscal, vous êtes sans domicile fixe ici dans le pays. Donc, on fausse un petit peu. Mais il faut bien se dire que beaucoup de ces personnes sont des gens qui étaient souvent, qui avaient de belles fonctions. Il y a beaucoup d'indépendants qui se retrouvent aussi en difficulté et qui se retrouvent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait supporter toutes les charges, qu'on n'a eu aucun égard pour eux, tous leurs biens ont été saisis, parce qu'il n'y a pas une vraie responsabilité limitée dans notre pays, elle est totalement factice. Il y a une injustice vis-à-vis de la justice même, notamment dans la récupération des créances. Il y a des sociétés et des organismes, notamment les organismes publics, qui sont totalement privilégiés par rapport aux simples indépendants. Donc ce qui génère qu'en cas de problème, qui peut être une maladie, qui peut être des difficultés dans les affaires, qui peut être toutes ces charges qu'on a mis au début, l'indépendant risque de se retrouver sans rien. Tout comme parfois un employé aussi. Ça peut être la même chose et va se retrouver dans une situation telle qu'il ne saura plus faire grand-chose. Où il va se retrouver avec un tout petit revenu, une toute petite allocation, qui sera minime, sans possibilité d'avoir légalement d'autres sources de revenus, et des charges qui sont restées. Et donc, cette personne se retrouve finalement dans la rue avec toutes les conséquences que ça a au niveau de sa santé, au niveau de sa famille, parce que souvent ça casse les familles, donc ça précarise encore plus. Donc, ces gens sont sacrifiés. Mais il faut en fait s'attaquer à la cause au départ, quitte à essayer de faire quelque chose par la suite, mais autant essayer de s'attaquer d'abord à la cause pour essayer d'éviter que des gens tombent dans la précarité, parce que ne pas s'attaquer à la cause et s'attaquer uniquement aux conséquences, on ne fera jamais que du palliatif. C'est comme en médecine. C'est une médecine sans prévention, elle ne va pas aller très loin, cette médecine. Et alors, il y a une chose, des expériences que j'ai pu vivre en tant qu'indépendante. On dit souvent qu'il n'y a jamais de B2B, entre guillemets, de dossier, etc., mais qu'il y a vraiment d'individu à individu. Est-ce que le pouvoir administratif, un pouvoir de lobby, un pouvoir de société ou un pouvoir d'individu, et qui fait aussi le fossé quelque part entre l'indépendant et le système administratif? C'est-à-dire que l'administration est très lourde. La moindre petite chose, d'ailleurs pour avoir une autorisation de bâtir, d'exploiter ou autre, tu as eu l'occasion de le voir, c'est excessivement lourd en temps, en argent, en recours à des sociétés extérieures. On a besoin de recourir, donc on entretient du faux chiffre d'affaires et de la fausse richesse nationale, du faux PIB, en obligeant des gens à recourir à toutes sortes de consultants qui vont réaliser des dossiers qui ne feront rien progresser. Donc il y a toute cette charge. Ça, c'est une première charge. Elle est surtout très lourde pour les indépendants et les petites entreprises, parce qu'elle est la même que l'entreprise soit petite ou que ce soit une entreprise énorme. Donc ça va favoriser les grandes entreprises, ce genre de choses-là, par rapport aux petites. Et toutes ces réglementations, toutes ces rigidités, notamment en matière d'emploi, qui sont absolument horribles et qui sont impossibles à suivre pour un petit indépendant, mais finalement créent une situation où de grandes entités seront favorisées et vont pouvoir racheter toutes ces petites entités d'indépendants. D'ailleurs, on le remarque dans le commerce et même dans les restaurants où ça devient des chaînes. On avait avant des restaurants indépendants, des commerces indépendants, et maintenant on a des chaînes partout avec des franchisés qui sont des gens qui ont peut-être un statut indépendant de la chaîne et des possesseurs de la chaîne. Je prends par exemple l'exemple des magasins de vêtements. Combien y a-t-il encore de magasins de vêtements indépendants dans le pays? Plus beaucoup. On voit des chaînes partout. Idem, les restaurants, ça, on commence à avoir ce genre de choses. Et en fait, ce qui a généré ce recours aux chaînes, c'est le financement. Les banques prêtent plus facilement des chaînes.
Deuxièmement, c'est la législation sociale. Quand on a un employé, c'est difficile, on n'a pas la souplesse. On ne sait pas, par exemple, j'ai un petit commerce de vêtements, j'ai besoin d'une personne pour venir m'aider le samedi, c'est impossible. Oui, oui. Quand on est une chaîne, Mhm. ben, on a la masse qui vient derrière. Donc ça devient possible. Donc notre législation est en train de favoriser le regroupement et les grandes chaînes qui sont finalement possédées par des fonds financiers, principalement. Donc il y a vraiment un glissement total de la possession des richesses des gens qui travaillaient, qui développaient leur activité, vers une possession par des groupes financiers, par des groupes qui, au départ, ont sur l'argent en ayant des capitaux pensions, etc., gérés et autres. Principalement des groupes américains et japonais dans ce cas-là. Et que finalement, ces groupes-là, en fait, on va encore essayer de mettre encore des fonds pour éviter les délocalisations et tant d'autres. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont une force par rapport aux petites entreprises. C'est-à-dire que quand on a un ArcelorMittal qui vient et qui dit j'ai besoin d'un crédit de autant, il l'avait fait à la région Wallonne, il avait besoin, je crois, une 120 millions ou autre. C'est totalement faux parce qu'il aurait contacté sa banque, il aurait eu tout de suite ces 120 millions. Donc c'était plus un cadeau. Et c'était un chantage qu'il faisait en disant sinon je licencie autant de personnes. Parce qu'un indépendant ne sait pas faire. Et puis après, ces groupes partent de toute façon. Donc, le pouvoir politique utilise en plus l'argent des citoyens, parce que le budget public, c'est l'argent des citoyens, qui vient des employés, des indépendants, de tout le monde, pour, en fait, offrir un cadeau à ces groupes financiers, purement et simplement. On le remarque aussi à Charleroi, avec l'aéroport. J'ai entendu dernièrement que l'aéroport, mais personne n'a relevé ça. Que la Sabena et Zaventem s'opposent aux subsides à l'aéroport, aux subsides wallons. Et comment la Wallonie et l'exploitant de l'aéroport justifient que ça c'est scandaleux, ben, alors on ne fera plus de bénéfices. Donc la société qui exploite l'aéroport ne fera plus de bénéfices. Donc les subsides wallons, on est en train de donner un bénéfice à une société, je crois, d'origine italienne, ici, purement et simplement avec les subsides wallons. Donc ce qu'on prélève aux wallons sert à donner un subside à la société qui exploite l'aéroport de Charleroi. Et l'Europe, naturellement, dans ce cas-là, est en train de le bloquer. Et là, je dirais l'action de l'Europe est absolument souhaitable. Parce que c'est tout compte fait prélevé chez le citoyen pour dire ah oui, ben, vous avez été d'accord d'être le gestionnaire de l'aéroport, ben, vous allez recevoir ceci en cadeau. Et il est normal que l'Europe mette une fin, et c'est heureux dans ce cas-là. Et là, c'est une attitude qui est, dans ce cas-là, positive de la part de l'Europe. Et donc, ici, dans la même gamme de questions, donc la gestion administrative, enjeu de société, d'individus, etc., sommes-nous dans une société qui renierait en tout, ou en partie, ne reconnaîtrait pas des efforts? Tu sais, on parle parfois des échecs, les gens, les indépendants qui tombent, j'utilise vraiment le mot merde, comme une merde, oui. Qui se retrouvent en tout cas sans rien et qui sont vraiment traités comme Alors, l'administration paperasse, ça tu m'en as parlé. Quel meilleur fouilleur gagne? Oui, celui qui parvient à se débrouiller dans les dédales ou qui ose. Avoir accès à l'information, qui ose. Oui. Et voilà. Oui. Et il y a le malheur qui est surtout européen, qui n'est pas américain, c'est qu'un indépendant qui tombe en faillite, en Europe, sera, tout compte fait, et en Belgique, et particulièrement en Belgique francophone, sera, tout compte fait, rabaissé socialement. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, tous les grands dirigeants d'entreprise ont au moins eu une faillite ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Aux États-Unis, ça ne pose pas ce problème. En Europe, ça le pose réellement. Et les conséquences d'une faillite sont terribles en Europe parce qu'il n'y a pas une responsabilité limitée pour les administrateurs. Par exemple, je crois savoir que tu as une SPRL, tu es gérante de la SPRL, donc tu peux croire SPRL, société privée à responsabilité limitée. Supposez que tu aies des dettes vis-à-vis du fisc et de la TVA, ta maison y passe. Supposons que ta maison ne suffise pas à payer, eh bien on peut encore te poursuivre à titre privé pour ces dettes-là.
Alors que si c'est une dette vis-à-vis d'une Donc, autre si je société, c'est pas travaille le cas. plus tard, je vais continuer à payer, quoi. Ah, C'est ça. c'est possible. Depuis les lois, je crois, de 2006, on peut se retourner contre le gérant, mais uniquement l'État. Donc, un créancier autre restera créancier chirographaire et n'aura finalement rien du tout, mais l'État peut aller se retourner contre le gérant. Donc, c'est un moyen de pression qui est absolument inadmissible. Je trouve qu'il faudrait, la moindre des choses pour encourager les gens qui se lancent, c'est de dire que de toute façon, même quand ils sont indépendants, ils sont fictivement dans une cellule de société à responsabilité limitée, même s'il n'y a qu'un euro de capital, peu importe, et qu'il y ait une vraie responsabilité limitée, et que l'État soit sur le même pied que n'importe quel créancier pour récupérer les créances qu'une société lui doit. Donc ils doivent lui aussi passer par ses propres tribunaux. Il va peut-être veiller à ce qu'ils fonctionnent correctement. Qu'ils doivent... Il n'en a pas, justement. Il ne fait pas de tribunaux, lui, il prend. Il prend. Eh bien, je trouve que c'est inadmissible. Parce que si toi, en tant que société, tu dois aller récupérer une créance chez un client, tu dois passer par des tribunaux. Ça va durer un certain temps. Ça va durer plusieurs années. Oui. Et s'il y a appel, ça risque de durer même des dizaines d'années. Tu vas devoir avancer les frais d'avocat, les frais de justice, les frais d'expert éventuels. Donc ça va faire des sommes énormes que tu vas devoir avancer pour récupérer ta créance. Et quand tu vas arriver, la société sera tombée en faillite et l'État aurait prélevé le tout. L'État est privilégié et toi, tu es chirographaire. Donc tu passes après au Marlefranc. Ce qui veut dire que tu n'auras rien. Donc je trouve que tous les créanciers, dans le cas d'une faillite, devraient être mis sur pied d'égalité. Et pour la récupération des créances, en règle générale, l'État devrait avoir exactement les mêmes conditions pour récupérer que n'importe quel autre créancier. Sauf, enfin, je peux me tromper, sauf peut-être la banque qui a fait à un moment, malgré Sauf, tout, oui, en parce que partie confiance à l'indépendant pour lui prêter ses fonds. Oui. Je sais bien que ce n'est jamais on peut, gratuit. oui, on peut Ça. conserver les garanties réelles. Hypothécaire. Les garanties réelles, hypothécaires, une garantie sur un bien. Par exemple, on prête pour une voiture, on garde la garantie sur la voiture. Oui. Parce que sinon, il y aurait plus, le prêt n'existerait plus. La notion de prêt n'existerait plus, elle ne saurait plus fonctionner. Donc ces garanties-là, il faut les garder, mais pour tout le monde alors. Si par exemple une société prête à une autre et prend un bien en garantie, il faut le garder aussi. Par contre, la créance normale, tout le monde doit être mis sur pied d'égalité pour ces créances normales. C'est pour moi la moindre des choses. Avec une vraie responsabilité limitée pour les dirigeants d'entreprise et pour ceux qui investissent de l'argent dans les entreprises. Et ce que tu disais, le fait d'aller prélever enfin, espérer et puis qu'on va prélever à la maison. Chez le gérant, oui. Ça a changé en fait récemment. Si je ne me trompe, ça doit être en... 2006, quand j'ai créé la société, ça n'existait pas. Oui. Et donc, en cours de route, ça a changé. Ça a changé. En fait, ces changements aussi de procédure, moi, je me suis dit, finalement, si j'avais su ça, au lieu de créer une SPRL qui coûte quand même cher, j'aurais plutôt fait peut-être un contrat de mariage, tu vois, séparation des biens, choisir une autre procédure. Oui, C'est un piège au fur du temps dans lequel... Oui, les choses changent. Bon, il y a deux aspects naturellement là-dedans. Parce que si on dit les choses ne peuvent pas changer, on a un système qui sera totalement figé et on ne saura pas corriger les erreurs. Donc ça, c'est un problème. Si on empêche les choses de changer en disant « Ah oui, mais les gens sont engagés à quelque chose, ça doit rester immuable », on se met soi-même avec des contraintes qui sont telles qu'on ne sait pas adapter la société. Ici, il y a un changement qui va dans le mauvais sens, c'est un mauvais changement. Restriction de droit. C'est en fait, l'État cherche à vivre lui, même au détriment de sa propre population. Et ça continue à faire vivre tous ces organismes dont j'ai parlé et qui gravitent autour. Regardez tout ce qu'on a créé comme organisme, tout ce qu'on crée comme éléments qui finalement permettent à certains de bien s'en tirer. Mais tout ce petit monde a créé un monde parallèle et qui essaye de se maintenir. Et qui essaye de maintenir ce système de manière à se maintenir parce que sinon, eux seront perdus. Par exemple, ce que je propose comme réforme, de supprimer les cotisations sociales et d'avoir un financement comme au Danemark, par l'impôt de la sécurité sociale,
il est évident que si on m'entend dans les bureaux de l'UCM, on ne sera pas heureux, parce que ça veut dire que l'UCM peut fermer, purement et simplement. Elle n'a plus de raison d'être. Il y aura beaucoup d'autres organismes qui n'auront plus de raison d'être, mais c'est ce que moi j'appelle des organismes parasites. C'est totalement comme le parasite sur un arbre. Le parasite, c'est le champignon qui va vivre au détriment de l'arbre. Et tous ces organismes sont finalement, étymologiquement, ce qu'on appelle des parasites. Sans nécessairement y voir une connotation négative ou autre, mais ils vivent au détriment des indépendants, au détriment des gens qui travaillent. Et tu en ferais quoi de ces gens qui parlent? Ces gens, à partir du moment où on a réduit, ça réduirait terriblement les coûts du travail. Ce qui veut dire que dans toutes les petites entreprises, il y a des besoins de personnes. Par exemple, toi qui développes ton entreprise, tu vas avoir besoin d'une personne peut-être mi-temps ou quart-temps ou autre. Je ne sais déjà pas, il y a pas longtemps, récemment, je disais que le matin, je me lève à 5 heures du matin, voire même plus tôt. Je nettoie d'abord mon centre. Oui. Donc, je suis technicienne, entre guillemets, ce qu'on appelle technicienne de surface. Et puis après, je vais me laver, m'habiller pour commencer mon boulot. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, pourquoi est-ce que tu ne délègues pas ce genre de métier pour gagner un peu plus ta vie en tant qu'informaticienne, en tant qu'autre chose? Je crois que je ne lui ai rien répondu parce que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas compris que je n'avais pas l'argent pour me payer quelqu'un qui viendrait nettoyer. Pourquoi? Naturellement, ici, c'est un cercle vicieux, ce genre de choses. Pourquoi n'as-tu pas l'argent? Un, parce que quelqu'un qui va venir nettoyer au quotidien, pour une société, ça va être un contrat d'emploi. Donc, ça va coûter au minimum 20 € et on sera plus proche du 30 € de l'heure, avec les cotisations sociales, les charges, etc. On va être à 30 € de l'heure. C'est impayable, parce que c'est le travail qui finance la sécurité sociale. À partir du moment où le travail ne finance plus la sécurité sociale, cette personne qui vient nettoyer gagnera toujours tout autant, même un peu plus, et va coûter 10 €, en 10 et 15 € de l'heure. Et là, ça deviendra payable pour toi. Et tu auras peut-être intérêt à le faire en disant, ces heures que je vais pouvoir gagner, je vais pouvoir les consacrer à d'autres choses. Donc, ce sera une politique d'expansion dans ce cas-là. Et il y a beaucoup d'indépendants. Moi, je connais beaucoup d'indépendants de petites entreprises qui engageraient des gens s'il n'y avait pas cette charge qui est là derrière, ces formalités qui génèrent encore une charge supplémentaire. Donc, ça permettrait de développer toutes ces entreprises avec des emplois productifs et souhaités. Et finalement, donc, qui cumule, tu vois, l'indépendant qui fait le travail, et puis qui fait ses papiers, et puis qui fait la communication. Et puis qui ne tient plus à la fin. Qui vend, et puis qui ne dort pas, et puis qui tombe. Quoi. Qui tombe ou qui n'est plus productif, parce qu'au bout d'un certain temps, on n'est plus productif. Parce qu'on a trop de charges, il y a de la fatigue qui vient se mêler et ça ne fonctionne plus. Maintenant, on parlait de l'argent, donc de tout cet argent qui est prélevé quelque part a priori. Donc, je parle du mot a priori, parce que la plupart du temps, on paye en avance pour éventuellement retoucher plus tard. Donc, l'économie et les finances de l'État. Donc, il paraîtrait que les comptes de l'État, par exemple, l'amortissement serait inexistant. C'est-à-dire que c'est une comptabilité publique. Donc, il n'y a pas la même notion d'amortissement que dans une entreprise, pas la même notion de remplacement. Mais ce n'est pas là que se situe le gros problème. Le gros problème ne se situe pas là. Le gros problème se situe surtout au fait que l'État finance un paquet d'organismes. On serait étonné. L'État, en règle générale, parce que quand je dis l'État, c'est l'État fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les communes et autres, avec des systèmes de subsidiation qui faussent toutes les décisions, en fait, et qui sont malsains. Mais là où ça peut influencer, si par exemple j'ai racheté cette gendarmerie, j'ai travaillé dedans, mais en cas de faillite, par exemple, comment si mes biens sont saisis, à quel prix sont-ils vendus? Est-ce qu'on va considérer toute la valeur ajoutée qui a déjà apporté, enfin tout l'ensemble? Ils seront vendus au prix du marché. Donc, ça veut dire que ça peut générer encore une catastrophe supplémentaire parce que il est évident que le prix de vente d'un bien, que si le bien est en exploitation, si on a le temps pour vendre et qu'on vend dans de bonnes conditions, on va le vendre à un certain prix. S'il y a une faillite et qui est connue et qui est affichée
et qu'on met vente sur faillite, mais il est évident qu'on a déjà généré une décote formidable à ce bien. Mais je crois là aussi que la notion de faillite devrait être totalement réformée. On a déjà eu avec la PRJ une petite avancée qui est intéressante, mais on a déjà fait une marche arrière. Donc c'est déjà